Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé par Altus Group intitulé Valorisation des fonds, quelle stratégie face aux nouvelles exigences du marché. Nous évoluons dans un contexte où la pression sur la valorisation des fonds immobiliers s'est fortement accrue. Nous avons vu les marchés basculer d'une dynamique haussière à une période marquée par la baisse des volumes, la volatilité accrue et des comparables plus rares. Les investisseurs demandent de plus en plus de transparence, les régulateurs, notamment la CSSF au Luxembourg, renforcent leur vigilance et les auditeurs analysent les expertises toujours plus en détail. Dans le cadre de la responsabilité des AIFM, dans ce cadre, la responsabilité des AIFM est au cœur du sujet. C'est bien l'AIFM qui porte la responsabilité finale de la valorisation des fonds. Cela pose des questions très opérationnelles. Comment organiser son équipe en interne? Quelle collaboration avec les experts externes? Jusqu'où faut-il internaliser et où gagne-t-on à s'appuyer sur des prestataires spécialisés? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui de façon très concrète avec deux intervenants. Nous avons Pascal Breyer, CFO, CEO et Conducting Officer chez BNP Reim, qui incarne la vision et la responsabilité de l'IFM, et Daniela Dragua, Advisory Manager chez Altus Group, qui accompagne au quotidien des gestionnaires de fonds en tant que Valuation Manager externe. Je rappelle que vous êtes tous les deux basés au Luxembourg, qui est une place privilégiée dans ce contexte dû à la présence de très nombreux IFM. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Le but de notre webinaire aujourd'hui sera d'avoir une discussion la plus informative possible sur les contraintes auxquelles les AIFM font face en termes d'expertise immobilière et les façons d'y répondre, que ce soit directement en interne ou par le biais de prestataires externes. Nous allons poser quelques questions à destination de l'audience pendant la discussion. Ces questions apparaîtront directement sur vos écrans pendant la discussion et vous pourrez y répondre directement. Vous aurez aussi l'opportunité de poser des questions à tout moment via le chat. Donc, je vais commencer la discussion et directement, je vais me tourner vers Pascal avec une première question. Est-ce que vous pouvez rappeler quelles sont précisément les responsabilités de l'AIFM en matière de valorisation et plus particulièrement le rôle du conducting officer? Merci Nicolas et merci pour l'invitation. Effectivement, donc le conducting officer en charge de la valorisation porte la responsabilité sur tout le processus de valorisation et doit rapporter au board sur tout ce processus. Il a la responsabilité vis-à-vis de la CSSF. Et donc, il doit s'assurer d'une part qu'il y ait une gouvernance qui est assez claire avec des politiques de valorisation qui soient documentées, mais aussi revues fréquemment et aux dernières nouvelles de la CSF de manière annuelle, ce qui est tout à fait cohérent. Aussi que tout le processus de valorisation, les méthodologies, les contrôles soient documentés en cas de revue, que ce soit interne par l'audit interne, externe par les auditeurs ou même par la CSF elle-même. Et bien sûr que les processus soient cohérents en fait selon la stratégie du fonds et les modèles déterminés. Donc il faut s'assurer que au niveau du portefeuille que l'on a, on assure une cohérence sur le processus de valorisation et des méthodes utilisées pour avoir sur un fonds, par exemple, pan-européen, un alignement des méthodes sur le processus de valorisation. Et bien sûr, comme je l'ai mentionné avant, il faut que toute la revue, le contrôle des cas d'yeux, les key controls, se soit documenté dans le processus de manière assez importante, justifiée. Pour cela, nous, on a décidé, en plus de notre processus, de faire une ISAE certification sur notre processus back-office, inclure la valorisation. Et donc, on a demandé à des auditeurs de certifier notre processus de valorisation au niveau de la documentation des contrôles pour aussi pouvoir, pour que les auditeurs externes puissent aussi s'appuyer sur cela lors de leur revue. Voilà. Donc ça, c'est en gros la responsabilité de l'AFM, et je tiens à rappeler que même si on utilise un modèle où on s'appuie sur des valorisateurs externes ou des independent reviewers, l'AIFM garde la responsabilité finale sur la valorisation. Et donc, il est important quand même de mettre des personnes qui aient les compétences et qui soient à la hauteur, en fait, de pouvoir répondre aussi aux questions du régulateur et de challenger les valorisateurs le cas échéant. D'accord, Et merci. on le voit également, pardon, quand on... Non, j'allais dire, merci Pascal pour ces Ouais. réponses et je voulais aussi demander sur les 12-24 derniers mois si vous avez observé des changements au niveau de cette pression peut-être du régulateur ou des auditeurs externes. Alors oui, les auditeurs externes, définitivement, hein,
On a eu, il y a certains mois, à l'époque du Covid, mais aussi de la guerre en Ukraine, tout ce qui est des material uncertainty avec des revues très poussées des auditeurs sur le processus de valorisation. Et dernièrement également aussi pas mal de pression en fait sur les hypothèses de valorisation, les comparables, puisque le marché était beaucoup plus lent et des comparables n'étaient pas forcément disponibles, notamment dans certaines régions européennes. Et donc là, effectivement, on s'est fait bien challenger, on dirait, par les auditeurs, d'où l'importance d'avoir bien documenté le processus, toutes les conversations avec les appraiseurs externes, pour pouvoir justifier des valorisations, et notamment au 31 décembre 2024. Et on s'attend à la même chose au 31 décembre 2025. Même si le marché a légèrement repris, on voit des transactions, c'est quand même pas le cas partout ou pour toutes les classes d'actifs. Et au niveau régulateur, oui, on a eu des revues du régulateur, que ce soit en off-site, avec des demandes extrêmement précises sur le processus de valorisation, sur la documentation des méthodes, sur les stress tests qui doivent être appliqués en cas de disruption du marché, et aussi également même sur les politiques de rémunération. Donc le régulateur regarde de manière très sérieuse les processus de valorisation au niveau des AIFM, et c'est aussi dû notamment au feedback de l'ESMA en fait, sur la valorisation des fonds immobiliers, qui a été répercuté par les demandes naturellement par la CSSF. D'accord, d'accord, merci. Et je vais peut-être me tourner vers Daniela. De votre côté, est-ce que les points décrits par Pascal, est-ce que ça fait écho à des situations que vous rencontrez ou au point, est-ce qu'il y a des points communs que vous observez dans les difficultés que rencontrent les AFM que vous accompagnez au quotidien? Merci Nicolas et merci pour l'invitation. Alors, c'est vrai, sur base de notre expérience, les principales difficultés que rencontrent les AFM, en tout cas celles que nous accompagnons, tiennent d'abord au manque de ressources. Cela est vrai surtout lorsque le scope devient assez large, comme Pascal l'avait dit, sur un portefeuille pan-européen avec plusieurs classes d'actifs localisées dans différents pays. Il devient très vite compliqué pour des équipes qui sont souvent limitées à une ou deux personnes d'assurer en même temps la revue détaillée des valorisations, challenger les hypothèses de marché et la coordination quotidienne, donc avec les cabinets d'expertise et les équipes locales. Donc, cela est particulièrement vrai, je dirais, lors des pics trimestriels ou annuels, lorsqu'on a un timing qui est assez serré, notamment sur les fonds ouverts, avec des timings un peu plus stricts. Donc, concrètement, une équipe de 1 à 2 personnes peut se retrouver à devoir traiter une dizaine, voire une centaine des rapports de valorisation en seulement 1 à 2 semaines, donc vraiment pendant la période fatidique, ce qui rend justement cet exercice extrêmement difficile. Ensuite, la deuxième difficulté que nous rencontrons et que nous voyons que les AFM rencontrent, c'est lié au manque d'expertise technique, notamment en termes de méthodologie avancée ou surtout sur des classes d'actifs qui sont un peu plus spécialisées. Pour rester un peu dans l'actualité d'aujourd'hui, je pense par exemple aux actifs alternatifs comme les PBSA, donc les résidences étudiantes, où l'analyse surtout repose sur des cash flows un peu plus détaillés, un peu plus granuleux, qui intègrent des hypothèses d'occupation, des frais de gestion assez spécifiques, assez détaillés. Ou encore, il y a aussi l'exemple du secteur de l'hôtellerie, où il faut bien comprendre le business plan opérateur, les modèles de performance. Donc, c'est vrai que sur ces segments-là, beaucoup d'équipes internes ne disposent pas justement des spécialistes qui soient capables de revoir et de comprendre les hypothèses retenues par les experts. D'accord, merci, merci Daniela. Et je pense que les difficultés que vous mentionnez sont les difficultés auxquelles effectivement tous les IFM sont soumis. Pascal, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des éléments que vous avez mis en place pour adapter
votre organisation face à ces différentes contraintes? Oui, bon, ça part de toute façon sur la documentation aussi du processus et l'organisation de manière générale. Donc toujours, chercher à renforcer la documentation et d'automatiser, cette documentation. Bon, c'est vrai que, il faut des outils en place. Nous, on utilise beaucoup Excel. On aimerait bien aussi évoluer, vers d'autres outils qui permettent d'améliorer le processus, de valorisation et de le streamliner, enfin de l'avoir beaucoup plus fluide, avec les valorisateurs. Ça, c'est une chose, donc c'est potentiellement aussi, l'investissement IT, donc ça, on va y venir. Au niveau de l'approche, effectivement, donc, on a implémenté une approche par les risques, sur des trimestres où il y a beaucoup de volume. On a décidé aussi de faire une grille de sélection des actifs sur base de plusieurs critères de risque pour se concentrer, sur des revues plus approfondies de certains actifs qui ont plus de risques, si on a changement de locataire, des problématiques, de marché, par exemple, ou des capex assez importantes qui doivent avoir lieu. On a établi cette grille et donc, l'équipe valorisation fait un zoom sur les actifs qu'on estime plus risqués pendant un trimestre et refait une revue plus légère, mais quand même, complète, mais plus légère, pour les actifs qui sont beaucoup plus stables et que l'on connaît et qui sont dans le portefeuille depuis longtemps. Donc le fait de faire une approche par les risques permet, de se concentrer sur les actifs les plus risqués, comme je l'ai dit, et d'avoir un exercice de valo qui reste quand même quantitatif et les risques sont beaucoup plus maîtrisés, en tout cas dans le processus. Ça donne beaucoup plus de confort, en tout cas, sur le conducting officer quand il reçoit, l'exercice de valorisation. Ensuite, il y a beaucoup plus de collaboration. Donc, on a impliqué dans le processus de valorisation beaucoup plus les expertises internes des asset managers, notamment, qui participent aux discussions, qui nous donnent aussi tous leurs inputs et la connaissance de l'actif, nos équipes transactions pour les comparables de marché, et aussi nos équipes research qui nous donnent aussi les données des marchés. Donc, on intègre toute la chaîne de valeur et la chaîne de connaissances en interne au service du processus de valorisation pour permettre d'avoir l'œil le plus critique possible sur les valorisations qu'on reçoit des experts indépendants. J'espère que ça répond à D'accord. la question. Oui, si, je pense que ça répond bien à la question et c'est vrai que c'est important de souligner que vous avez aussi l'avantage de faire partie d'un grand groupe qui a une certaine, voilà, une certaine capacité, notamment, vous mentionnez en termes de recherche. Voilà. C'est vrai que tous les IFM, n'ont pas accès à cette ressource de la même manière et si on réfléchit peut-être à une façon de répondre aux contraintes, disons de manière peut-être plus théorique et pas forcément spécifiquement la façon dont vous y avez à, la- à laquelle vous y avez répondu en interne, mais est-ce qu'il y a des tâches que vous jugez indispensables de garder vraiment en interne pour tous les IFM et est-ce qu'il y a certaines tâches où vous pensez qu'un partenaire externe peut apporter une réponse? Oui, très bonne question. Bon, premièrement, le pilotage global, tout le processus de validation, tout ce qui est l'engagement avec les experts indépendants, tout le processus d'engagement, la communication avec le board, les investisseurs, le choix des méthodologies, ça clairement, on va le garder en interne. Si je devais utiliser un prestataire externe pour m'aider dans la revue, je verrais deux points importants. Des portefeuilles extrêmement conséquents en nombre d'actifs qui ne permettent pas d'absorber. Donc en fait, là, on aurait besoin de mains pour la revue. Et je parle peut-être de portefeuilles de 800, 1000 immeubles, par exemple, ou pour une équipe interne, il faudrait engager beaucoup plus de personnes pour revoir ça. Donc ça, ce serait en premier lieu, où on aurait besoin de bras dans le processus de revue pour un nombre d'actifs qui est extrêmement important. Le second point, c'est ce que Daniela a mentionné, c'est par rapport à l'expertise par une certaine classe d'actifs. Donc les équipes de valorisation en interne sont bien sûr habituées aux traditionnelles classes d'actifs, que ce soit bureau, résidentiel, la santé ou le logistique. Maintenant, si on s'approche sur des actifs qui sont un peu plus spécifiques, bon, dernièrement, on a eu par exemple des campings, on a eu des spas, donc ça, on a pu les faire en interne. On voit aussi pas mal d'actifs, par exemple data center, on n'a jamais eu. Donc peut-être que pour ce type d'actifs qui rentrerait dans le portefeuille et que l'équipe n'a pas l'expertise, on s'appuierait sur l'expertise d'un collaborateur externe pour nous apporter la lumière
pour peut-être la validation des modèles initiaux, faire quelques trimestres et puis voir après si on peut le reprendre en interne ou pas. Donc voilà, je pense que c'est un processus qui peut être hybride, à faire en manière intelligente, toujours bien sûr en gardant la valeur ajoutée qu'un prestataire externe peut donner. Je donne toujours le value for money, donc il faut qu'on en aille pour notre argent. Donc si on dit quelqu'un en externe, il faut que la valeur soit apportée pour l'IFM. Ouais. Absolument, et c'est peut-être une bonne transaction. Je voudrais me tourner vers Daniela. Est-ce que vous pouvez donner des exemples où un valuation manager apporte une vraie valeur ajoutée? Oui, tout à fait. Alors, je dirais que là où nous apportons une vraie valeur ajoutée, c'est surtout sur tout ce qui est gestion opérationnelle. Concrètement, nous intervenons dans le cycle de valorisation depuis la délivrance des documents sources par les équipes locales jusqu'à la délivrance des rapports signés par par les experts et parfois même après dans les cycles de revue avec les auditeurs qui hélas n'est pas toujours aussi fluide qu'on l'espérait. Mais c'est vrai qu'au-delà donc de la revue en elle-même des hypothèses de marché, nous prenons en charge toute la coordination avec les experts, le suivi des livrables et les délais, avec comme objectif commun d'obtenir bien évidemment les valeurs finales dans les temps impartis afin que ces valeurs-là soient utilisées dans le calcul de la NAV. C'est vraiment là que nous intervenons et c'est une charge en moins pour les équipes internes qui, comme Pascal l'a dit, se concentrent pleinement sur leur rôle de supervision et de validation. Deuxième point, nous apportons aussi une standardisation, mais non seulement de standardisation des process, mais aussi standardisation des formats, des rapports, standardisation des méthodologies utilisées. Qu'est-ce que cela veut dire? Concrètement, au lieu d'avoir des méthodologies et des rapports très différents d'un expert à l'autre, certains peut-être avec un modèle cash flow détaillé, d'autres avec peut-être seulement un tableau de synthèse, ce que nous faisons, c'est de mettre en place des modèles pour faire en sorte que tout soit standardisé dans le but justement de faciliter la comparaison des hypothèses clés de marché, et cela sur l'ensemble du portefeuille, ce qui permet aussi, bien évidemment, de consolider beaucoup plus facilement au niveau du fonds. Et au final, cette volonté de vouloir standardiser, de vouloir suivre une approche harmonisée va aussi dans l'intérêt des investisseurs. Cela leur permet d'avoir une compréhension un peu plus claire et plus transparente des hypothèses sous-jacentes. Et dernier point clé, je dirais, c'est l'audit trail, c'est-à-dire le fait de mettre en place une documentation claire de toutes les décisions et toutes les hypothèses, ce qui facilite non seulement la revue par les auditeurs, mais aussi par les régulateurs, mais surtout ça renforce la conformité et la traçabilité qui sont exigées par les standards de gouvernance. Parfait, merci pour ces éléments très concrets. Est-ce que Pascal, ça correspond à ce que vous pourriez imaginer de la part d'un prestataire externe? Oui, en partie. Donc, on a parlé de l'absorption de volume lors de pics de valorisation. Effectivement, le processus de documentation, l'audit trail, et je pense que ça vient aussi avec des outils qui peuvent être dédiés, qui peuvent soulager, ou qu'en interne, on ne pourrait pas développer ces outils, ou on ne trouverait pas forcément le budget pour acheter ce type d'outils dans le processus de valorisation. Donc ça peut être une valeur ajoutée qu'un prestataire donne. C'est important quand même que la gouvernance reste claire, hein, toujours. On doit, nous, pouvoir décider et s'appuyer sur un externe le cas échéant. Et je reviens toujours sur un point aussi, c'est la recherche de performance. Donc, nos équipes de valorisation essaient de chercher la performance pour nos investisseurs avec la valorisation juste. Et on sait que les discussions peuvent être un peu tendues parfois avec certains valorisateurs dans des marchés qui sont un peu plus compliqués. Et on attend, en tout cas d'un prestataire externe, qu'il aille aussi chercher cette performance pour nos investisseurs et challenger à l'extrême les valorisateurs tout en restant bien sûr indépendant.
mais d'aller chercher cette performance qui est si importante pour nos fonds et nos investisseurs, en fait. Oui, c'est vraiment apporter l'expertise ou un complément d'expertise à vos équipes en interne. Est-ce que ça correspond, Daniela, ou est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter? Tout à fait, oui, je partage totalement ce point. Comme Pascal l'a dit, notre rôle n'est pas de remplacer la responsabilité de l'AFM, mais bien d'apporter un soutien technique et opérationnel là où c'est nécessaire, bien évidemment. La décision finale doit toujours rester du côté de l'AFM. D'accord. Si on se tourne un petit peu vers l'avenir, je pense que le modèle euh, suite un petit peu aux contraintes qui ont augmenté ces dernières années au niveau des process à mettre en place pour le contrôle, la supervision des cycles d'expertise. C'est un processus qui est évidemment évolutif, qu'on a vu évoluer depuis quelques années. D'ailleurs, euh, les services euh, de valuation manager étaient des services qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est un petit peu en constante évolution. Est-ce que, euh, est-ce que vous voyez l'évolution future? Est-ce que vous avez une vue sur comment ces évolutions pourraient continuer à évoluer dans les prochaines années? Peut-être Pascal en premier, puis Daniela. Oui, je pense qu'on aura de toute façon beaucoup plus encore de pression au niveau réglementaire sur le processus en interne. Quoi qu'il arrive, il faudra quand même garder ces compétences en interne et les justifier, peu importe si on utilise un modèle externe ou un modèle interne quelque part. Donc il faudra continuer à renforcer et avoir les experts, ce qui est pas forcément évident, hein. Le marché de Luxembourg est assez petit aussi et trouver les profils n'est pas évident, mais on y travaille et on garde nos équipes, euh, on les, on les, on les train, enfin on les forme, pardon, régulièrement pour rester aussi à jour dans tout le processus de valorisation. On va avoir, à mon avis, aussi beaucoup plus de demandes des investisseurs sur le processus de valorisation, beaucoup plus de transparence, de granularité, comparaison aussi avec des indices. Et donc, il faudra quand même justifier que si nos valorisations ne sont pas en ligne ou décrochent typiquement par rapport à un indice type, on va recevoir des questions et il faudra y répondre et justifier pourquoi il y a des différences. Donc ça, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de pression là-dessus. Le rôle des conducting officers va être aussi beaucoup plus impliqué dans la revue des valorisations, enfin comme on le fait actuellement, mais on s'attend à ce que même quand un AFM a externalisé le processus de revue, on s'attendra quand même à ce que le conducting officer s'implique de plus en plus dans la revue, voire même de certains actifs à risque, afin de justifier sa connaissance, mais aussi par rapport au board et aux régulateurs, aux auditeurs, de justifier les valorisations. Il ne faudra pas juste un certificat comme quoi ça a été revu, il faudra expliquer pourquoi la revue a été faite et pourquoi cette valeur a été retenue pour les types d'actifs. Donc ça, c'est ce que je m'attends dans le futur. Et dernier point, on a vu quand même les classes d'actifs évoluer au fur des années. Quelques années, on parlait de 3 classes d'actifs, résidentiels, bureaux et logistique. On a vu des nouvelles classes d'actifs qui ont émergé. Et voilà, il y a des tendances actuellement, par exemple, sur des OpCo, des operating companies, où on est vraiment à la limite entre ce qu'un real estate et un private equity. Et dans le processus de valorisation, là, on aura besoin définitivement d'aide de partenaires pour valider ce type de nouvelles classes d'actifs, si je puis me permettre de l'appeler ainsi, ou comme j'ai dit, sur des marchés niches, que ce soit dans un pays spécifique ou pour une classe d'actifs vraiment très spécifique. J'ai parlé tout à l'heure des campings, des spas, Daniel a parlé des student housing. Donc je pense que la multiplication des classes d'actifs, parce qu'on est très inventif en immobilier, va aussi demander une collaboration interne-externe beaucoup plus accrue, aider aussi des tendances de marché qui devront être validées avec les acteurs du marché, en fait. Et là, on aura besoin de s'appuyer sur l'externe. D'accord, oui, c'est des points qui sont très, très pertinents. Est-ce que Daniela, ça correspond à la vision que vous avez pour l'évolution
des services de valuation manager, ou est-ce que vous voyez d'autres éléments qu'on pourrait ajouter? Oui, tout à fait. Je rejoins ce que Pascal disait sur voilà, l'émergence des nouveaux classes d'actifs de plus en plus alternatifs. Mais aussi un point que je dirais, je pense, va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. C'est en particulier sur, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la standardisation des process et des rapports, mais aussi sur la gestion des données. Donc, la valeur ajoutée des prestataires externes ne sera pas du coup uniquement opérationnelle. Ils peuvent aussi être force de proposition, par exemple, sur l'adoption de nouvelles pratiques de marché ou sur des évolutions méthodologiques. On le voit déjà actuellement depuis 3 ans avec le passage progressif à la méthodologie DCF en Europe, qui tente de s'imposer comme une meilleure pratique de marché. C'est typiquement donc dans ce domaine où les collaborateurs externes peuvent accompagner les AFM dans l'adaptation de leurs process et de leurs outils face à ces changements qui arrivent. Aussi, au-delà des aspects méthodologiques, je pense que le vrai défi des prochaines années sera surtout autour de la data, de l'accès aux outils technologiques permettant justement de faciliter la gestion de cette data. Les AFM doivent traiter des volumes de données de plus en plus importants, de plus en plus détaillés, que ce soit pour répondre aux exigences des investisseurs, mais aussi celles des auditeurs, celles des régulateurs. Donc, l'enjeu autour de la data, c'est vraiment de s'assurer que ces données soient fiables, comparables, je pense surtout traçables, ce qui n'est pas toujours une tâche très facile et requiert beaucoup de ressources en interne. Donc, à terme, je dirais, je vois plutôt un modèle un peu hybride avec une gouvernance et une supervision assez solide du côté de l'AFM, combiné avec cette efficacité, cette flexibilité opérationnelle qui est apportée par des collaborateurs externes. D'accord, merci pour ces éléments de réponse très concrets. Peut-être si on devait résumer un petit peu la discussion, ou conclure un petit peu la discussion sur des points vraiment tangibles. Est-ce qu'il y aurait des bonnes pratiques que vous pourriez recommander, et l'un et l'autre, peut-être en fonction des deux points de vue que vous avez, plus internes, plus externes, mais qui sont, comme on l'a exploré, qui sont finalement assez complémentaires. Peut-être Pascal en premier. Oui, alors pour moi, il faut déjà une documentation 5 étoiles. Donc il faut que toutes les politiques de valorisation, les matrices d'organisation sur le processus de valorisation soient vraiment au niveau de toutes les circulaires du régulateur, donc c'est sur CCCF, et des bonnes pratiques de marché, avec une revue annuelle. La CCF insiste dessus, on s'est fait d'ailleurs rappeler ça très dernièrement. Donc il faut que toute la documentation du processus au niveau politique, mais aussi au niveau revue, soit vraiment au top. Ça, c'est vraiment ce que je conseille à chaque AIFM de faire. Alors, si on n'a pas les capacités en interne, on peut demander des conseillers externes pour établir cette gouvernance, mais il faut que cette gouvernance soit vraiment 5 étoiles. Ensuite, vraiment le processus de documentation de chaque exercice, documentation des contrôles, mais aussi quand on revoit les valorisations avec les experts et qu'on a des divergences ou des points de discussion, également les documenter. Je parlais des comparaisons parfois avec certains indices, etc. Ça aide aussi, quand on a une vue différente sur un actif par rapport à un expert, de le documenter, parce que il est possible qu'on reçoive des questions sur cette prise de position qui peut être différente. Voilà. Et voilà, et une organisation aussi infaillible, que le processus soit vraiment bien huilé. Et je conseillerais également, pour ceux qui ont des gros volumes, d'implémenter une approche par les risques comme on a fait, pour se concentrer
par trimestre sur les actifs qui sont les plus risqués, on va dire, selon leur profil, en faisant une revue plus légère des autres. Bien sûr, l'exercice annuel, ça, on n'y échappe pas, on fait une revue entière de chaque actif. Mais pour soulager les équipes sur les processus trimestriels, une approche par les risques est assez pertinente selon moi. D'accord, merci. Est-ce que Daniela, vous auriez quelques conseils aussi ou quelques bonnes pratiques à recommander à des AFM qui souhaitent mettre en place les processus de documentation, je dirais, dans les règles de l'art? Oui, alors je rejoins tout à fait Pascal sur les deux premiers points. Donc, documentation, c'est la clé, voilà. Formaliser un audit trail assez robuste. Sur le deuxième point, comme Pascal l'a dit, il y a des points de divergence entre les experts ou les équipes locales ou les équipes asset management, l'IFM. Donc, il faut vraiment documenter ces points de divergence pour montrer justement la transparence du processus. Et enfin, troisième point, je pense et nous recommandons, c'est de prévoir une capacité supplémentaire, que ce soit donc interne ou externe, afin de pouvoir absorber justement les pics de travail. Cela est surtout vrai dans le trimestre à venir, hein, T4, on sait tous, les timings seront assez serrés. Donc voilà, pour justement pouvoir absorber cette charge de travail supplémentaire et réduire bien évidemment le risque opérationnel et pouvoir sécuriser les délais. D'accord, merci pour ces éléments de réflexion, effectivement très, très concrets, dont chacun pourra s'inspirer. Je pense qu'on arrive à la fin de cette discussion. Je voudrais vous remercier tous les deux pour la participation et pour tous les éléments de réponse. Si je devais retirer 3 points de notre échange, le premier, on l'a dit à plusieurs reprises, mais je pense que c'est important de le souligner encore une fois, c'est que évidemment la responsabilité finale reste chez l'IFM et reste auprès du conducting officer. Le deuxième point, c'est aussi d'insister sur le fait qu'un valuation manager externe n'est pas un substitut, hein, ça rejoint finalement le premier point, mais n'est pas un substitut à l'IFM ou au conducting officer. Ce n'est pas une délégation, mais ça permet de faciliter, d'augmenter la capacité et d'aller peut-être dans certains niveaux de détail peut-être plus granulaires ou d'apporter peut-être cette capacité opérationnelle en plus. Et vraiment, le dernier point, ce qui est un petit peu la conclusion ou la synthèse des points qu'on a soulignés, mais c'est que l'avenir sera probablement hybride de plus en plus avec une combinaison d'équipes internes et externes qui peuvent adresser les sujets dans toute leur diversité, dans toutes les spécialisations pardon, des différentes classes d'actifs, et aussi de gérer la capacité de production et des volumes de plus en plus importants au niveau des portefeuilles plus grands, mais aussi au niveau des demandes de granularité de plus en plus importantes qui viennent de toutes parts. Voilà, je pense qu'on peut conclure la discussion ici. Je voudrais encore une fois vous remercier, Pascal, merci Daniela, et merci à tous les auditeurs pour la participation. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Merci.